Radio Pays, en partenariat avec le Grand Hôtel Montabo, vous propose le Zoom. Aujourd'hui, Pompée, Victor Hugues et les Noirs Marrons. Bonjour Rémi. Bonjour Florian, on est vendredi matin, il y a un petit air de vacances avec le carnaval. Le soleil est un petit peu de retour et quelque chose me dit que ce week-end, tu iras probablement te baigner à la Comté, toi. Ah tiens oui, j'y pensais justement. Je sais. Est-ce que tu sais que des choses tragiques ont lieu là-bas ? Non, et pourtant à Radio Pays, on est au courant de tout, en général. Ouais, mais là, vous avez une excuse, parce que ça s'est passé il y a plus de 200 ans. Chers auditeurs, laissez-moi vous raconter pourquoi les plans carbés à la Comté n'auront plus la même saveur après le Zoom Histoire d'aujourd'hui. Il faut que je vous parle de Pompée, un chef noir-marron qui a fui son habitation pendant 20 ans. Alors d'abord, rappelons une chose fondamentale. Ceux que l'on appelle Bushinengués en Guyane aujourd'hui sont des descendants de Noirs-Marrons qui ont fui les habitations anglaises puis hollandaises du Suriname. Ces personnes se sont progressivement installées sur la rive française du Maroni et contrairement à une idée largement répandue, il y a également eu du marronnage dans les habitations françaises en Guyane. Et donc, il y a eu des chefs Noirs-Marrons qui se sont réfugiés dans ce qu'on appelle les grands bois, la forêt profonde, à l'intérieur du territoire, et ils ont tenté d'y fonder des campements. Mais si on n'en entend pas beaucoup parler, c'est que ces communautés ont disparu, non ? Mais t'as raison. Et d'ailleurs, inutile de jouer sur le suspense, si les Noirs-Marrons de Guyane ont bel et bien existé, mais qu'on ne le sait pas ou très peu, c'est parce que ces communautés n'ont pas vraiment perduré dans le temps. Et d'ailleurs, on sait peu de choses sur eux, les archives existent, mais elles sont partielles et ne reflètent pas l'ampleur du phénomène. Mais je suppose que si tu en parles... c'est qu'il y a quelque chose derrière. En effet, l'histoire de Pompée, notre chef noir-marron, commence avec l'arrivée en Guyane du gouverneur Victor Hugues. C'est un ancien marin, il a fait la guerre contre les Anglais, il a été gouverneur aux Antilles, c'est un homme dur, reconnu pour son intelligence et son efficacité. Il a surtout la particularité d'avoir été choisi à la fois pour abolir l'esclavage à la Guadeloupe en 1794, puis pour le rétablir en Guyane en 1802. Ce qui est assez rare dans une vie, tu en conviendras, Florian. Tu te doutes que rétablir l'esclavage après l'avoir aboli ne plaît pas beaucoup aux affranchis de 1794. Beaucoup décident de marronner, mais Victor Hugues crée une milice nationale pour chasser les Noirs-Marrons afin de contenir le mouvement. Au tout début du 19e siècle, d'ailleurs, il se vante d'avoir décimé les bandes de fugitifs qui vivaient au quartier de Roura, Kourou et Sinamari. Victor Hugues est un personnage sur lequel il y a tellement de choses à dire qu'à mon avis, je lui consacrerai un Zoom Histoire. C'est noté. Et donc, le chef noir-marron dans tout ça ? Eh bien, ce sont les décisions dures et radicales de Victor Hugues qui vont provoquer la fuite de nombreux marrons, dont celle de Pompée. Alors, en effet, Victor Hugues ordonne des travaux de canalisation à Roura et à Makouria, travaux qui vont donner par la suite le canal Torcy. Il instaure un système de corvée très rigoureux, les maîtres choisissent leurs esclaves, les esclaves les plus robustes, qu'on appellera les esclaves de pelle, et il les envoie creuser le canal. Ce sont des travaux forcés. Il y a des morts, une fatigue insoutenable, des blessés. Par exemple, un bateau qui transportait 80 esclaves sur le Yapock a chaviré une fois arrivé à quai, et tous les esclaves sont décédés. La peur règne dans les plantations, et donc une résistance s'organise. En 1802, Pompée et sa femme Gertrude s'enfuient de l'habitation cigogne sur la rivière Tenay-Grande en prenant soin d'emporter avec eux outils et armes à feu. Dans les Grands Bois, le couple fait la rencontre d'autres bandes de marrons célèbres. Il y avait évidemment déjà beaucoup de marrons avant l'arrivée de Victor Hugues. J'ai nommé Simon, Cupidon, Gervais, Charlemagne. Je vous laisse apprécier l'inspiration des maîtres lorsqu'il s'agissait de nommer leurs esclaves. Pompée et sa femme arrivent sur la Haute-Comté et là-bas, il y a déjà environ 1200 marrons. Chiffre évidemment à prendre avec des pincettes. Pour ne pas se faire capturer, Pompée fait comme les autres. Il fonde plusieurs communautés qu'il baptise Changement, Boisfer, Jolitaire, Trace-Couleuvre, Trace-Biche, Trace-Cochon, Cabassou. La vie quotidienne des marrons est rythmée par la chasse et la pêche pour les hommes, le filage pour les femmes, le défrichage des abattis pour tout le monde et les pratiques religieuses qu'ils ont héritées des colons. Les chefs, souvent nés en Afrique, ont une aura paternaliste, ils se montrent rigoureux mais pas violents, ils chassent les délinquants, favorisent la cohésion des marrons, empêchent les nostalgiques de retourner chez leur maître et s'autorisent même à fouetter les marrons dont ils pensent qu'ils méritent une bonne correction. Ils vivent un peu à la mode amérindienne, consomment du kachiri, du mabi, qui est une boisson fermentée à base de patates douces, ils utilisent des arcs, et puis comme les Amérindiens fabriquent du sel à partir de la cendre d'un palmier que l'on nomme le maracupi. Cependant, c'est une liberté qui a ses limites. Les milices de Victor Hugues sont armées, elles sont plus nombreuses et surtout elles attaquent.
Les marrons sont rarement en sécurité, ils ne vivent pas trop loin du monde colonial car les habitations leur servent à se ravitailler en haches, serpes, limes, marteaux. Ils sont désavantagés par le nombre, ils sont moins bien armés et risquent soit leur vie, soit le retour à l'esclavage. Pompée et sa communauté, par exemple, subissent des pertes. Ils résistent, s'enfuient, mais ne se lancent jamais dans un combat franc. D'ailleurs, un petit mot sur les milices. Elles sont souvent composées de sapeurs, de chasseurs, de matelots, mais aussi de noirs marrons, qui ont accepté de jouer les informateurs. Il y a également des Amérindiens. La présence de noirs dans les milices est d'ailleurs la raison pour laquelle les chefs marrons interdisent à leur communauté tout contact extérieur. Vivons heureux, vivons cachés. 5 ans après le début de la cavale de Pompée, les marrons installés sur la Haute-Comté, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les Simon, Charlemagne, Cupidon et Gervais, se font tous capturer et décapités. Leurs têtes seront exposées sur un piquet à Cayenne. Et là, je crois que l'on peut dire que le message de Victor Hugues est clair. Oui, il est même limpide. Mais Pompée et ses camarades sont pleins de ressources. Ils arrivent à s'échapper par une branche de la rivière de la Comté, branche qui s'appelle Courimo. Pompée s'installe à Maripa, au lieu de la résistance contre l'esclavage en Guyane, et je suis certain, chers auditeurs, que vous penserez à la cavale de Pompée lors de votre prochain week-end, carbet, grillade, jet-ski, domino sur le banc de sable de la Comté. Enfin bref, à Maripa, sur la Comté, il y a un grand abatis, 4 grandes cases et 5 carbets. C'est un village de marrons qui naît. Mais alors, ils se font capturer ? Eh bien oui, mais si j'ai choisi de parler de Pompée, c'est parce que sa longévité est hors norme. Il fuit pendant 20 ans. Alors déjà, il faut savoir que la lutte avec Victor Hugues ne dure que 5 ans, parce que la Guyane se fait envahir par les Portugais et le gouverneur ne peut rien faire contre eux. Il capitule, il est démis de ses fonctions, jugé à Bordeaux pour haute trahison et assigné à résidence. Pompée et sa communauté ont encore 15 ans à vivre libres. Mais qui va les capturer ? Eh bien, c'est le gouverneur Pierre-Clément de Lossa qui donnera son nom au fameux canal Lossa. Eh bien, c'est lui qui finira par avoir Pompée. Alors, il aura du mal, parce que Pompée est retors, il a de l'expérience, mais il finit par se faire prendre. Et là, à la surprise générale, le gouverneur décide de ne pas pendre Pompée et ses hommes. Le roi va accepter de les gracier. Et alors ensuite, ils deviennent quoi ? Eh bien, Florian, chers auditeurs, je suis vraiment désolé de vous le dire, mais c'est là que s'arrêtent les traces de Pompée. Nous ne savons qu'une chose, lui et ses marrons ne seront pas tués. Mais attention, il n'y a pas que Pompée qui a marqué l'histoire du marronnage en Guyane. Il y a aussi Gabriel, le marron métis noir amérindien qui a donné son nom à la crique Gabriel et vous y penserez certainement pendant vos plans criques du dimanche. Linval, condamné à être pendu, mais dont le bourreau, un noir, refusera l'exécution par solidarité. Parlons aussi de Claire et Copena, couple de rebelles qui vivaient à la montagne de Plomb, montagne qui abritait de nombreux marrons. Claire sera pendue et étranglée devant ses enfants, tandis que Copena subira le supplice de la roue. Ce n'est pas très joyeux comme histoire. C'est même assez triste, c'est vrai. Vous imaginez le courage qu'il faut pour fuir une habitation, devenir chef d'une communauté et risquer sa vie et celle des autres quand on risque la roue, la pendaison et la décapitation. Je vous le redis, chers auditeurs, c'est une période peu connue de notre histoire. Pourtant, elle a été intense, violente et sérieuse. Vous y penserez le week-end prochain, quand vous frapperez vos dominos sur la table d'un carbet de la Comté, là où Pompée a fondé un village, Joli Terre, pour reprendre la liberté qu'on lui avait injustement pris, à lui et à tous les autres.